Bonjour et bienvenue dans ce webinaire matinal que nous organisons au 18-19 durant cette semaine consacrée au financement et aux subsides. Alors en deux mots, pour ceux qui connaissent mal le 18-19, nous sommes le service d'information et d'orientation en région bruxelloise pour toutes les entreprises ou futures entreprises. Et donc le 18-19, c'est un numéro de téléphone que vous pouvez joindre, comme je le disais, pour vraiment toutes vos questions, quel que soit votre stade de développement, quel que soit votre secteur d'activité. Voilà, on a une équipe de conseillers qui peut vous aider à y voir plus clair, soit en répondant directement à vos questions, soit en vous renvoyant vers d'autres partenaires en fonction de vos besoins. Alors, ce matin, on a un webinaire qui est consacré aux aides de Bruxelles Économie et Emploi, qui démarrera vers 9h30, 9h35, puisqu'on a débuté avec un peu de retard. Et pour la première demi-heure, on accueille Pierre Herman, le CEO de Finance et Invest.Brussels, pour une séance de questions-réponses. Et donc voilà, je vais lui laisser la parole, il expliquera tout ça mieux que moi. Alors, d'abord, juste un point. Bonjour à tous. Donc, le principe, c'est vous posez vos questions dans le chat et moi, j'y réponds. J'ai reçu une question, par contre, par mail. Donc, je vais déjà essayer de répondre à celle-ci. C'est un mail qui m'avait été adressé. Alors, tu peux me donner de quoi partager, enfin, pour que je puisse partager mon écran, s'il te plaît, Catherine. Voilà, montrer mon écran. Boum, boum. Donc là, je suppose que vous voyez mon écran. C'est bien juste ou pas? Oui, c'est bien juste. Oui, Voilà, alors je vais mettre ça, voilà. On voit bien les slides là? on voit bien tes slides. Oui. Ok, alors je vais prendre celui-ci. Hier, j'ai eu une question par rapport au stock, qui était une question un peu technique, mais je trouve que ça vaut la peine. Quelqu'un avait posé une question sur le besoin de fonds de roulement et il y avait le stock. En fait, l'idée, c'est de rappeler que dans, oh mince, on voit pas, rappeler que dans une entreprise, voilà, que dans une entreprise, pour en fait gagner, il y a deux éléments. Pour faire de la marge, il y a deux éléments. Premier point, enfin faire des bénéfices. Je vous donne cet exemple. Imaginons que cette entrepreneuse a pour idée de créer une échoppe au supermarché ou un endroit pour vendre, on va dire, des légumes bio. C'est ce que je vous ai mis dans le dessin. Elle a besoin d'acheter pour 1 000 euros d'équipement et elle a besoin évidemment d'acheter un stock, donc 1 000 et 2 000 euros de stock où elle achètera tous des légumes, fruits et légumes qu'elle va vendre sur son échoppe. Pour le matos de l'échoppe, elle avait entre guillemets des économies, ses fonds propres, elle va les investir. Pour le reste, elle va voir, donc pour son stock, elle va aller voir des financiers qui vont lui dire on veut bien vous prêter 2 000 euros, mais enfin, vous débutez, on n'y croit pas, il y a beaucoup de risques. Et donc, ils vont lui prêter à du 15% par an. On arrive ici sur son petit shop, elle compare, hein, ce qui est toujours très important quand on fait son business plan, c'est de bien comparer par rapport au prix. Elle retient que son prix, ça doit être un prix de son prix d'achat plus 5%. C'est ça qu'elle calcule. Elle ne l'affiche pas, hein, normalement, évidemment, mais comme ça, elle affiche ça. Quand on voit à la fin du mois, si elle a vendu tout son stock, hein, elle a fait 2000 plus 5%, elle arrive donc à 2100. Or, effectivement, si elle doit rembourser son banquier, elle a emprunté à du 15%, elle a fait du 5%, elle a fait en fait, il y a une différence, il y a un problème. En tout cas, on voit un problème qui pourrait paraître pour beaucoup, c'est dire, ah, comment on fait? J'ai emprunté à du 15%, or j'ai qu'une marge pour mon stock, or j'ai uniquement une marge de 5%. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une perte? En fait, non. Pourquoi? C'est ça le point en fait qu'on veut on s'interroge quand on parle justement du taux de rotation des stocks et donc de l'asset turnover. En fait, c'est l'idée que cette dame, dès qu'elle va récupérer, cette entrepreneuse, les 2100 euros, elle va tout de suite racheter un stock avec ça, puisque, pour rappel, elle a emprunté pour un an à du 15%. Et sur l'année, elle va essayer de faire tourner son stock un maximum de fois. Il y a 52 semaines dans une année, on imagine qu'elle arrive à vendre, enfin, à refaire l'opération 40 fois et donc à vendre l'entièreté de son stock. Eh bien là, elle aura fait 40 fois effectivement les 5 euros. Donc évidemment, 40 fois 100, ça veut dire qu'elle aura fait un bénéfice de dégagé une marge de 4 000 euros en fait.
Donc, ce sera beaucoup plus facile pour rembourser les 300 € qu'elle doit en fait à son banquier en fin d'année. Elle pourra donc alors racheter un plus grand magasin, grandir, etc. Ce que j'ai expliqué ici, c'est pour vous montrer deux notions très importantes quand on a un magasin ou quand on a un shop, quand on a une entreprise. C'est la notion de marge. Quelle est la marge que vous faites sur les produits que vous vendez? Deuxièmement, cette notion de taux de rotation de votre stock. Et donc, évidemment, tout n'est pas simple, hein. Tout le stock ne tourne pas à la même cadence. Et donc, si on en prend, vous voyez comme ici, elle a fait donc au total, elle a gagné 3 700 €. Si on regarde un stock, chaque produit va avoir son prix, sa marge, son taux de rotation et aussi son taux de conservation. Ça veut dire quoi? Ça ne s'applique pas qu'aux légumes, hein, ça s'applique aussi aux vêtements. Son taux de conservation, c'est clair que mes bananes, si je ne les ai pas vendues dans les quelques jours, elles deviennent brunes. Et il en est de même quand on est dans la mode rapide, entre guillemets, ou après un petit temps, certains effets de mode peuvent être très vite démodés. Il en est de même pour un vélo, s'il y a le tout nouveau modèle qui est sorti. Et donc, il va falloir mesurer dans votre stock ce prix, cette marge, ce taux de rotation. Et ben, voilà, si dans votre stock, vous avez par exemple, je vais donner un exemple dans un magasin de vélo, vous voulez absolument avoir beaucoup de vélos, ben, voilà, ce stock, c'est de l'argent qui est gelé dans votre entreprise. S'il y a des vélos qui ne tournent pas et qui sont là depuis un an, vous avez plutôt intérêt à les solder et les vendre, puisque comme vous l'avez vu, ce que vous pouvez faire, le nombre de fois que vous pouvez faire tourner cet argent va effectivement fortement impacter vos résultats. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, en tout cas, qui était sur ce taux de rotation. Je ne sais pas, Catherine, si tu as d'autres questions que toi que tu vois dans le Oui, chat. Voilà. merci Pierre. Il y a une question par rapport aux produits que vous proposez chez Finance et Invest Brussels qui concerne le prêt Rise Up. Et donc, la question, c'est de savoir quelles sont les conditions pour l'obtention de ce type de prêt. Alors, le prêt Rise Up, donc ça, c'est effectivement, on parle beaucoup plus au TPE. C'est un prêt qui est. Alors, est-ce qu'on voit toujours mon écran? Parce que je peux aller peut-être sur le site pour reprendre. Je sais, on voit que je vais sur Internet Oui, là ou pas? oui, Génial. effectivement, on voit ton Voilà. navigateur. Non, génial, parfait. De toute façon, je n'ai rien à cacher, donc. Mais je regarde. Alors ici, si on va effectivement sur le site de finance, pardon, je retourne dans le navigateur, qu'on va dans nos solutions de financement, on va choisir TPE, entreprise sociale et coopérative, on va voir le Rise Up. Et donc, on va réexpliquer qu'il favorise le développement, la création, on est dans les petites entreprises là, au travers d'un prêt de maximum 100 € et ce financement est destiné uniquement aux personnes morales. Les fonds propres exigés sont minimum de 6 200 € et la durée va de 1 à 5 ans. À 5 ans. Ça veut dire qu'on veut effectivement donc que vous ayez le minimum en fonds propres par rapport à votre boîte, donc c'est 6 200 €. On parle bien de personnes morales, donc c'est pas pour des personnes physiques, hein, donc ça c'est quand même important. C'est pas pour un indépendant, il faut une petite boîte. Et quand on va faire ce prêt, ben, vous devez venir expliquer effectivement quel est le projet de société. Parfois, ce sont des prêts qu'on va accorder aussi à des sociétés qui sont pour l'instant exclues bancaires. Ben, l'idée, c'est d'avoir un business plan, de montrer effectivement alors, les éléments qu'on va regarder. Quand on va regarder ça, on va essayer de bien comprendre l'activité que vous proposez. On va essayer de comprendre votre processus de fabrication, votre réseau de distribution. Ensuite, on va regarder les fameuses 4 étapes que j'expliquais, que je répète tout le tour. C'est, on va voir si vous avez vraiment dans votre plan, ben, si ce plan vise à créer de la richesse, c'est-à-dire quelles sont les marges que vous avez préparées, à quel moment vous allez arriver à votre point mort, donc combien vous devez vendre d'unités pour couvrir vos frais fixes. Hein. On avait développé ça hier, au cas où je peux répéter. Est-ce qu'on m'entend toujours? Allô? Oui, on t'entend toujours. Ok, c'est parce que j'ai été coupé parce que quelqu'un a essayé de m'appeler sur le GSM, il est rentré dans le casque. Mes excuses. Donc, on va regarder aussi quel est votre besoin de financement. Donc, vous allez venir en disant j'ai besoin de 40 000, c'est pourquoi, c'est pour financer quoi. Et on va regarder si vous êtes capable aussi de le rembourser. Donc, en regardant par rapport à la marge que vous allez dégager. Hein, donc, quand on faisait notre exemple des légumes, on va regarder effectivement si les flux que vous allez générer, par exemple, dans ce qu'on a vu, on a vu que ça dégageait, si elle faisait 40 fois, vendait 40 fois le stock, ben qu'elle avait bien 3 700 €
et qu'elle de bénéfice, donc 43 700 plus les 2000 qu'elle avait, donc elle a largement de quoi rembourser le taux d'intérêt et le prêt. Est-ce que c'est clair pour la personne qui a posé la question? Ce que je vous invite, c'est vraiment de rentrer un dossier et n'hésitez pas à rencontrer nos équipes. Elles répondront si vous avez des questions plus précises. Mais sinon, s'il y a quelque chose que je peux préciser, je le fais avec plaisir. Merci Pierre. Alors, on a une question qui touche à la valorisation des entreprises et c'est vrai que c'est un sujet qu'on avait prévu d'aborder ce matin. Oui. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différentes méthodes de calcul? Oui, alors, il y a essentiellement 3 méthodes pour valoriser. La première, c'est que vous pouvez, je vais recouper pour enlever l'écran, parce que je ne sais pas si c'est plus sympa quand je vois. Je stoppe ici, hop. Est-ce que là, c'est arrêté ou pas? Le partage d'écran. Je déconne chaque fois avec ce truc. Pas encore, mais voilà, c'est bon. C'est bon? Donc, Oui. l'idée, c'est quoi? Vous avez 3 méthodes essentiellement. Alors, je rappelle aussi que ce n'est pas une science exacte, la valorisation, puisque, in fine, même si vous dites ça vaut autant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui achète votre entreprise ou qui achète des parts dans votre entreprise. L'idée, c'est quoi? Quand on détermine la valorisation d'une entreprise, pour rappel, c'est quelle est la valeur du gâteau et donc, à partir de là, quelle est la valeur d'une part du gâteau. D'accord? Autre chose aussi, c'est qu'il faut distinguer la valeur de l'entreprise et la valeur des actions. Ça veut dire quoi en général? Moi, je vais voir une entreprise, je vais avoir sa valeur. Après, évidemment, cette entreprise a des dettes. Donc, quand j'aurai décidé de la valeur de l'entreprise par rapport à une méthode, je devrais déduire de cette valeur toutes les dettes et là, j'aurai les valeurs des parts. D'accord? Et ensuite, si par exemple, moi, je veux acheter 10% de l'entreprise, eh bien, je calculerai 10% de ses valeurs. On oublie ça, mais c'est simplement un prix, c'est valeur entreprise égale equity, enfin égale les fonds propres plus les dettes. Mais on va se concentrer sur le prix de l'entreprise. Ce prix, il y a 3 méthodes pour le faire, entre guillemets, connues. La première méthode, c'est valoriser de manière comptable. Alors, ça fonctionne souvent quand on regarde, par exemple, une entreprise où on va dire, tiens, quelle est la valeur des bâtiments qu'elle a. On va regarder la valeur du bâtiment où est l'entreprise. On va estimer la valeur du matériel qu'il y a dans cette entreprise. On va estimer la valeur donc de tous les éléments comptables et qui sont en fait dans vos actifs après amortissement. Ça va vous donner un prix de l'entreprise. Et en fait, quand on parle de la valorisation de l'entreprise, on parle toujours d'une fourchette de valeur, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir plusieurs méthodes et sur ces méthodes d'avoir un prix minimum et un prix maximum, et c'est ce qui vous donne ce qu'on va négocier. Deuxième méthode, on va actualiser les flux de l'entreprise. Là, ça veut dire quoi? En fait, on va regarder ce que cette entreprise va générer. C'est une formule un peu mathématique en fait. On va regarder ce que génère cette entreprise comme flux. On va dire, voilà, cette année, elle a fait X centaines de milliers d'euros d'EBITDA. Donc, on appelle ça le free cash flow to firm, donc le cash flow qui arrive dans l'entreprise une fois qu'on a enlevé les dépenses d'achat des produits, le coût du personnel, etc. On regarde ces flux-là et on va les actualiser. C'est une formule en fait mathématique qui va permettre à partir de ça d'actualiser les flux à terme et ça vous donnera en fait une valeur de l'entreprise sur base de ces flux. Je ne vais pas rentrer dans la mathématique du calcul, ça vous trouverez sur Internet, il y a pas mal de formules qui peuvent le faire, mais voilà, en tout cas, c'est une des méthodes. On appelle ça aussi la DCF, Discounted Cash Flow. C'est une méthode donc pour analyser. Évidemment, ce qui dépend là-dedans, c'est que quand on regarde l'analyse de ces flux, on regarde souvent les flux sur 3 à 5 ans. Ce qui va évidemment être fort challengé, c'est quelles sont vos hypothèses. Si vous dites que vous créez une courbe Nike et que l'année prochaine, vous allez faire x3 avec votre chiffre d'affaires, sur quoi vous basez-vous pour vous dire ça? Et donc, la formule mathématique, elle n'est pas très compliquée en soi. L'important, c'est de bien regarder vos hypothèses, de dire, ben voilà, j'estime que dans le marché, il y a 2000 clients qui pourraient acheter ça et je pense que l'année prochaine, je vais convaincre 100 clients d'acheter ma solution. Comment je vais faire pour faire ça? Je vais les démarcher
en porte-à-porte ou je vais faire du téléphone, comment je vais expliquer. Donc, vous devez regarder comment vous allez générer ces flux et faire vos hypothèses de votre business plan sur les prochaines années. Mais évidemment, c'est important de challenger tout ça. On va, par exemple, un investisseur va toujours regarder avec vous vos coûts, vos recettes. Il va vous demander pourquoi ça vous coûte autant. Tiens, vous dites que vous allez vendre 4 fois plus, mais je vois que vous n'avez que 2 vendeurs en plus. Donc, on va commencer à challenger tout ça. Donc, dans la valeur, évidemment, il ne suffit pas de présenter des chiffres, il y a toujours ce débat qui est intéressant. Donc, si je serais à votre place, un conseil, c'est toujours essayer d'avoir un ami avec qui vous pouvez vous parler vrai. Et nous, chez nous, on essaie en tout cas de le faire avec vous de manière bienveillante. C'est pour pouvoir discuter et faire un peu comme en boxe, le sparring partner, quelqu'un qui vous pose les questions. Si vous voulez des exemples de questions pour préparer ça, vous allez sur notre site. Hein, voilà, on y est. Et on va regarder dans votre projet. Ah oui, pardon, vous voyez plus mon écran là, je crois, c'est ça. Hein. Tu peux me remettre pour partager, s'il te plaît, Catherine? Oui. Il n'apparaît pas. Voilà. Voilà. Je remets montrer mon écran. Je reviens ici dessus. Le truc qui peut vous aider, c'est vous allez dans votre projet, préparer votre premier rendez-vous. Clac, on va faire ça. Vous avez une vidéo où vous verrez l'équipe qui vous explique quelques questions. Et ici, vous avez 4 types de questions clés avec toutes les questions qu'on peut vous poser. Hein, avant d'investir, nous devons comprendre, croire votre projet pour préparer au mieux. Vous allez voir sur ce site finance.bruxelles, votre projet, vous avez que souhaitez-vous financer, quel montant souhaitez-vous financer. Tout ça, ça va être des questions évidemment qui seront importantes quand on regardera les hypothèses de votre business plan pour faire la valorisation. Donc, 1, méthode comptable. 2, actualiser les flux. 3, ce qu'on va faire, c'est la méthode des comparables. Alors, la méthode des comparables, c'est quoi? C'est on va essayer de trouver une entreprise qui est comparable à la vôtre, donc qui est dans votre secteur, et on va regarder l'historique de toute une série de transactions. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes dans les télécoms, on va regarder des boîtes dans la télécom qui faisaient les mêmes activités que vous, en Europe ou dans le monde, et on va voir à quel prix elles ont été vendues. Et par exemple, on va voir que la boîte a été vendue à 3 fois les bénéfices ou 5 fois les bénéfices. On va voir que dans un commerce qui ressemble au vôtre a été vendu à l'équivalent de 1 fois le chiffre d'affaires. Par exemple, c'est le cas quand on revend des friteries, par exemple. Pour vous donner un exemple, c'est un coefficient qui correspond à 1 fois le chiffre d'affaires. Et avec ça, on va pouvoir prendre plusieurs multiples. Hein. Ce multiple, c'est de dire le chiffre qui multiplie, soit souvent c'est votre chiffre d'affaires, c'est votre bénéfice, ou alors c'est votre EBITDA. Donc l'EBITDA, pour rappel, on prend tous les revenus, moins les dépenses pour les achats de matériaux, etc., moins les coûts de personnel, et grosso modo, on a l'EBITDA, c'est-à-dire les gains que l'on obtient avant, avant que vous payiez vos intérêts, votre banque, etc. Donc avant les intérêts, avant les taxes, avant les amortisations, avant les amortissements et les dépréciations. D'accord? Donc vous allez avoir ce flux et on va dire, bien tiens, c'est 4 fois ou 5 fois l'EBITDA. En général, c'est quelque chose qui est facilement compréhensible. Donc, je vais vous prendre un exemple. Moi, si je dois racheter une entreprise, souvent, vous allez vous retrouver dans des multiples qui peuvent être entre 4 et 8 fois dans des entreprises classiques. Hein. 4 et 8 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je rachète l'entreprise 4 fois l'EBITDA, d'accord, ça veut dire que tous les flux qui vont être générés une fois que j'ai déduit de mes recettes mes dépenses principales, que tout ce qui reste là, je vais devoir le consacrer entièrement pendant les 5 prochaines années à rembourser le prix d'achat de l'entreprise. Donc, ça veut dire aussi que j'estime que l'entreprise, pendant les 5 prochaines années, ne va en aucun cas faire des résultats inférieurs à ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, c'est quand même optimiste. Et c'est souvent aussi optimiste parce que l'entrepreneur qui rachète l'entreprise ou celui qui en prend des parts estime que lui, il va faire plus, il va augmenter le résultat. Donc, il va réussir à dire que, voilà, moi, je l'ai acheté 4 fois, par exemple, un EBITDA de 200 ou 5 fois un EBITDA de 200. Et moi, j'estime que grâce à ma connaissance, mon équipe, mes idées pour transformer et conquérir de nouveaux marchés, je n'aurai pas un EBITDA de 400, mais j'aurai un EBITDA qui va devenir de 600. Et donc, si moi, dans 5 ans, je veux la revendre,
eh bien, je l'ai acheté 5 fois 400 et je pourrais la revendre 5 fois 600 à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, la méthode comptable, la méthode un peu plus mathématique du discounted cash flow et enfin la méthode des comparables. Dans tous les cas, il y aura toutes ces questions sur les hypothèses et sur votre marché que je vous ai montré sur le site. J'ai essayé d'être court, je ne sais pas si ça répond aux questions. S'il y a encore d'autres points, n'hésitez pas à envoyer des questions sur le site de finance et j'essaie encore d'y répondre demain ou à d'autres moments avec vous. Merci Pierre, je pense que c'était effectivement assez clair. J'ai une autre question qui est revenue Oui, plusieurs fois, c'est de savoir si les prêts proposés chez Finance et Invest sont compatibles avec d'autres crédits, que ce soit la banque, enfin voilà. En termes de ok. cofinancement, en gros, qu'est-ce qui est Alors oui, possible? tout à fait. Alors là, ça par contre, vous allez aimer la réponse. Euh, il se fait qu'en fait, nos prêts, vous avez vu, on appelle ça des prêts en mezzanine. On appelle ça aussi des prêts en quasi-fonds propres ou des prêts subordonnés. On a réexpliqué, pour rappeler le mot mezzanine, mezzo, entre les deux. Hein, quand on va au théâtre, entre les parterres et les balcons, il y a la mezzanine. C'est beaucoup de risques, comme ceux qui sont sur les parterres, donc par rapport à l'actionnaire. C'est beaucoup de risques et c'est subordonné à la banque. Ça veut dire que quand la banque vous prête, la banque, elle vous prend généralement des garanties. Nous, quand on prête en quasi-fonds propres, on ne prend pas de garantie. Donc ça, c'est pour les prêts, en tout cas, je veux dire, les prêts mezzanine. Hein. Il y a des prêts sur lesquels, dans les petits prêts de Brussoc, il y a parfois question d'une caution personnelle ou d'autres points, parce que là, on est le seul acteur, il n'y a pas d'autre banque, il n'y a rien d'autre. Donc parfois, ça arrive pour les petits prêts. Pour les prêts, quand on est dans des prêts subordonnés, mais qui coûtent plus cher, hein, puisque un prêt, euh, un prêt plus petit va être entre 2 et 4 dans les subordonnés, on est très risqué, mais la banque va nous considérer comme des capitaux propres. Ce qui veut dire que une banque qui rentre, en cas de faillite de votre entreprise, la banque va toujours récupérer ses billes avant nous. D'accord? Et donc, la banque n'aura donc jamais peur d'être à nos côtés puisqu'elle sait que si ça ne fonctionne pas, la banque récupère d'abord ses billes et puis nous sommes subordonnés à la banque. Ça veut dire qu'on regarde ce qui reste et on récupère notre mise. Maintenant, ça, c'est le cas où ça ne va pas. Normalement, il faut que ça fonctionne. Mais ce qui veut dire que nous, on va faciliter et compléter la chaîne de financement. Donc, justement, l'idéal pour vous, c'est vous regardez d'abord avec la banque. Si vous avez besoin, par exemple, j'invente de 200 000 euros, que la banque dit, moi, je veux bien prêter 100, mais donc vous avez besoin de 500 000. La banque dit, je veux bien vous prêter 300, mais les 200, là, je n'ai pas de garantie. Il y a trop de risques, je ne peux m'exposer que 300 sur votre dossier. Nous, on pourra, par exemple, compléter alors à ce niveau-là avec 200 en dette de type quasi-fonds propres ou subordonnés. Et on pourrait effectivement, bon, évidemment, on analysera s'il y a bien une capacité de remboursement, on analysera une série de facteurs, mais on pourra venir effectivement compléter et la banque n'y verra pas de problème puisqu'elle sait qu'effectivement, on ne sera pas, en fait, le terme qu'on utilise, c'est pari passou avec la banque. Quand on est pari passou, ça veut dire que on est au même niveau de garantie et donc s'il y a un problème, on partage 1 euro pour 1 euro avec la banque. Ça, c'est quand on est pari passou. Nous, on n'est pas pari passou, on est subordonné par rapport à ça. Et donc, on peut parler aussi d'effet levier, puisque la banque, justement, parfois, grâce à nous, va pouvoir oser rentrer plus dans le dossier, puisqu'elle sait que on dérisque une partie. Par contre, il y a des moments où on vous dira, on ne peut pas rentrer en dette subordonnée parce que avec tout ce que vous allez devoir rembourser à la banque, vous n'avez pas suffisamment de flux pour rembourser notre prêt. Et donc, on verra si dans ce cadre-là, c'est opportun de rentrer en tant qu'actionnaire dans l'entreprise. Merci Pierre. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc si quelqu'un souhaite encore en poser une dernière, on peut encore prendre quelques minutes. Donc n'hésitez pas via le chat. Voilà, il y a plutôt des remerciements qui arrivent. Alors voilà, une toute dernière question. Est-ce que le prêt subordonné est introduit par la banque ou par l'entreprise? Ah, ça, c'est par l'entreprise. En fait, hier, vous avez vu, donc le prêt subordonné, c'est par l'entreprise. Et vous pouvez aussi, je crois qu'on voit toujours mon écran, hein, vous regardez au bas de chaque page de notre site, vous avez
introduire une demande et vous pouvez alors rentrer, c'est un espèce de bot, un petit robot qui va vous poser quelques questions. Vous pouvez commencer aujourd'hui, le compléter demain, ça garde tout en mémoire et on va commencer à vous poser une série de questions, votre financement, votre projet. Vous pouvez même introduire une vidéo pour répondre, pour mieux présenter votre projet. Mais avant ça, je vous conseille toujours de regarder bien ces questions et dire voilà, je pense que je suis capable d'y répondre. Si vous n'êtes pas capable, n'hésitez pas aussi à prendre un rendez-vous chez Hub ou via le 18-19 à demander qu'on vous réaiguille vers quelqu'un qui peut vous conseiller pour préparer votre projet. Il y a toujours cette notion que c'est important de faire bonne impression et quand vous venez voir un analyste, d'avoir quand même un peu bien mis vos idées au clair, d'avoir un business plan, d'avoir ces points-là. Par contre, n'ayez jamais peur, on est là pour vous expliquer. On ne demande pas qu'un entrepreneur soit un génie de la finance. Hein. Il y a encore plein de jargon pour vous. Et notre mission, c'est de pouvoir vous l'expliquer, d'être pédagogue et de le faire avec bienveillance, parce qu'on a tous intérêt pour Bruxelles à ce que vous puissiez développer votre projet et créer des emplois. Merci Pierre. Une toute dernière question, donc toujours par rapport à ces prêts subordonnés, la personne compare un peu avec la région wallonne et la SOALFIN. Oui. Et donc je pense que ça vaut peut-être la peine de parler du fonds bruxellois de garantie. Ah oui, alors donc ça c'est autre Voilà. chose. On en a parlé hier. Donc c'est aussi une filiale que l'on a chez nous quand on regarde dans nos solutions. Donc si vous regardez dans nos solutions de financement, bon il y a des chouettes projets. Il y a aussi le prêt proxy par exemple. Je vais peut-être pas en parler tout de suite parce que je sais qu'il y a un autre moment où on en parle. Mais dans nos solutions de financement, vous avez effectivement les garanties. Et donc ça c'est aussi une des filiales c'est une filiale qui est chez nous. Et donc là, c'est votre banque qui va rentrer. Et là, c'est autre chose. C'est votre banque qui dit, moi, je veux bien prêter les 200 000 en plus du prêt pour lequel que la banque a pris votre immeuble en garantie. Elle aimerait bien vous prêter 200 000 de plus, mais elle n'a plus rien pour, entre guillemets, se protéger. Hein. Et donc, nous, alors dans ce cadre-là, la banque va rentrer un dossier chez nous et via ce dossier, la banque va demander une garantie. C'est un genre de produit d'assurance. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, la banque va pouvoir vous prêter. Vous allez payer indirectement par la banque, en fait, mais c'est vous qui payez, l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, cette prime de garantie. Et en cas de problème, eh bien, la banque va d'abord essayer de récupérer les garanties qu'elle avait par votre immeuble ou par d'autres éléments. Et ensuite, elle pourra venir chez nous et ce sera la région, entre guillemets, qui remboursera jusqu'à hauteur de 65-70%, enfin, il y a plusieurs méthodes, remboursera la banque. Donc ça, c'est le Fonds bruxellois des garanties. Et effectivement, la SOALFIN, une des activités de la SOALFIN, notamment SOCAMUT, octroie aussi ce genre de garantie. Et donc, je vous ai montré ici, l'important, c'est quand vous êtes sur le site, si vous êtes Startup, Scale-up ou PME ou TPE, entreprise sociale et coopérative, vous pouvez alors voir les différentes solutions de financement qu'on propose pour les entreprises. Merci encore Pierre, on a fait le tour des questions. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé pour cette demi-heure de questions-réponses avant d'aborder vraiment les aides de Bruxelles Économie et Emploi avec Stéphanie Sauvage. Voilà, Voilà. parfait. Et le truc qui est important, c'est de bien dire, on a un écosystème. Vous allez voir tout ce que présente Stéphanie. Eh bien, en fait, on se complète parfaitement. L'idée, c'est que vous n'hésitez pas dans les différents acteurs, bien que ce soit nous avec les prêts et les financements, BEE avec ses primes, Innoviris aussi avec ce qu'ils peuvent faire. On a un écosystème, on se complète et l'important, c'est de regarder et de poser ces questions parce que quand vous sommez toutes ces solutions, vous verrez qu'on est Bruxelles est très intéressant. Merci Pierre. Voilà, donc je précise bien à ceux qui posaient la question qu'on va commencer maintenant la deuxième partie de ce webinaire avec les aides, donc comme je disais, de Bruxelles Économie et Emploi. Alors, je vais juste permettre à Stéphanie Sauvage qui est avec nous de partager son écran. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne parfaitement et donc moi je reste là pour récolter vos questions
tout au long du webinaire. N'hésitez pas à continuer à utiliser le chat. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc voilà, Stéphanie Sauvage, je suis la responsable de la direction des aides aux entreprises et donc je vais vous parler de toutes nos différentes aides. Ce qui est fort important par rapport justement à ce que disait Pierre Herman, c'est que donc tout ce qui est Finance Brussels se consacre uniquement au financement et donc nous ce sont des primes. Donc en fait ce sont deux choses tout à fait différentes. Comme Pierre Herman, je parle assez vite, n'ayez pas trop peur, il y a des questions par la suite et surtout le support qui va maintenant être diffusé vous sera communiqué. Donc voilà. Pour commencer, attendez, voilà que je vois que ça fonctionne parce que j'ai plus sur la main sur mon document du coup. Voilà. Donc, comme je disais, ce sont bien des primes pour les entrepreneurs bruxellois. Je ferai deux différences. C'est qu'on a des primes qui sont dédiées aux candidats entrepreneurs, donc les personnes qui n'ont pas encore de numéro d'entreprise, pas de numéro de TVA, donc ce qu'on appelle les porteurs de projets. Et à côté de ça, nous avons toute une série de dispositifs pour les indépendants ou les micro, petites et moyennes entreprises. En fonction de chaque prime, il y a des taux d'intervention, donc un pourcentage qui est donné en fonction de certains critères. Et ce qui est toujours fort important, c'est que les demandes doivent toujours être introduites avant de faire quoi que ce soit et qu'on vient seulement en remboursement d'une partie des coûts. Je vais vous parler maintenant uniquement des primes qui sont dédiées aux gens qui n'ont pas de numéro d'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle la préactivité. Et on a 3 aides de préactivité pour les projets de création entrepreneuriale, déjà plus développée, c'est-à-dire des gens dont le concept est déjà un peu plus abouti, et aussi des projets de reprise d'entreprise. J'avoue que je vais me consacrer surtout aux 2 premiers parce que le projet de reprise d'entreprise est vraiment tellement spécifique. S'il y avait des questions par rapport à ça, il n'y a pas de souci à ce que vous les envoyez par mail par la suite. Mais étant donné que c'est très spécifique et assez rare, je préfère parler surtout des 2 premiers projets. Donc, vous avez un projet, vous dites, voilà, j'aimerais bien me lancer, créer ma société ou devenir indépendant. On a une aide qui est une aide un peu plus light, où vous devez d'abord vous faire accompagner. Donc, il faut savoir que par rapport à ça, il y a un accompagnement. Je vous expliquerai par qui. Qui peut le faire? Toute personne qui a plus de 18 ans, qui est domiciliée en région de Bruxelles-Capitale et qui n'a pas eu de statut d'indépendant pendant 3 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, c'est vraiment vous aider à comprendre ce que vous devez faire, à pas faire, à vraiment être accompagné le mieux possible pour éviter justement qu'à un moment, votre projet devienne un échec. Vous ne pouvez faire aucune dépense avant l'accusé de réception de votre dossier. Donc, c'est comme je dis, toujours bien introduire une demande avant de faire quoi que ce soit. On prend l'ensemble des montants. Dans toutes les aides qui sont dédiées aux entreprises existantes, on prend toujours les montants hors TVA. Il y a toujours un avis qui est donné par Hub Brussels par rapport justement à votre projet et le minimum d'intervention est de 500 €. C'est-à-dire qu'on ne va pas intervenir sur des frais qui sont plus petits que 500 €. Qui peut bénéficier de cette prime? Un projet de création qui est accompagné par un organisme agréé pendant minimum 6 mois. Qui sont ces organismes agréés? Vous avez la liste. En fait, ce sont les guichets d'économie locaux de différentes communes, Bruxelles-Ville, Molenbeek, Schaerbeek, Saint-Gilles et Anderlecht. En fait, vous devez passer une convention d'accompagnement avec ces structures. À partir du moment où vous avez cette convention, vous leur parlez justement de votre projet et par la suite, vous pouvez bénéficier de la prime en introduisant une demande chez nous, en accompagnant votre demande de la convention d'accompagnement. On intervient comment? On vous donne en fait 60% du montant que vous introduisez dans votre formulaire en disant voilà, moi je pense que je vais avoir besoin de votre intervention pour tel type de dépenses. On donne maximum 3 000 € et on paye ça en une seule fois. Mais ça veut dire que vous devez avancer la totalité des dépenses et nous, on vous rembourse jusqu'à 60% de ces dépenses, maximum 3 000. Quel type de dépenses vous pouvez faire? Vous pouvez justement faire appel à un consultant. Si justement vous avez votre business plan que vous avez commencé à faire, mais vous vous rendez compte que peut-être qu'il ne tient pas tellement la route, que vous dites c'est peut-être bien quand même de faire une étude de marché pour essayer de le renforcer, pour voir justement est-ce que je ne suis pas en train de lancer quelque chose qui existe déjà à 3 pâtés de maison de ce que je voudrais faire et que du coup ça ne vaut peut-être pas la peine. Donc vous pouvez faire appel à un consultant, un comptable, quelqu'un qui est spécialisé dans les marchés ou autre, une analyse juridique aussi par rapport à certaines choses. Vous pouvez aussi faire une formation. Donc, justement, vous vous dites, j'ai une lacune, ça peut être justement pour des notions de comptabilité, vous vous dites, ça va peut-être être nécessaire par la suite, ou une formation même en langue, ou voilà. Donc, c'est toute formation qui peut être donnée, qui a un intérêt par rapport à votre projet. Pour les personnes qui ont des enfants, on intervient aussi sur des frais de garde parce que justement, vous devez faire plusieurs rendez-vous pour justement essayer de finaliser votre dossier, mais c'est pas possible. Et donc là, il y a des haltes garderies ou l'autre où on peut intervenir sur une partie des frais de garde pour vos enfants. Et
si vous avez un projet qui est plus dédié à l'export, par exemple du stylisme ou autre, vous vous dites, bah, c'est peut-être intéressant d'aller visiter une foire. Bon, ça, c'était quand on vivait dans un monde normal et que les foires n'étaient pas virtuelles. Mais donc, on intervenait également sur les frais de foire et j'espère que dans un futur assez proche, on pourra recommencer à intervenir pour des participations à des foires à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment light. Mon projet n'est pas encore abouti, mais j'estime que j'ai quand même quelque chose qui vaut la peine d'aller plus loin et donc j'aurais peut-être besoin d'une aide, comme je viens de parler. Après, vous êtes pour l'approfondissement d'un projet, c'est-à-dire que quelque part, vous êtes déjà beaucoup plus loin, vous êtes presque à franchir le pas pour devenir indépendant ou pour créer votre société. Mais vous vous dites qu'il y a encore certaines petites choses justement qui me manquent. Même chose, là, il faut toujours être accompagné par un organisme agréé. Ce sont les mêmes que pour l'EDLight, si ce n'est qu'il y a Hub Brussels qui vient en plus. Et là, la convention, elle doit être de minimum 2 mois. Pourquoi? Parce qu'on se dit, vous avez déjà travaillé pas mal de temps sur votre projet, ça fait déjà un bout de temps que justement, vous avez déjà consulté des personnes qui ont pu vous aider. Donc ici, on dit que l'accompagnement doit être moins en termes de temps. Comme je vous dis donc, qui peut vous accompagner pour signer cette convention? Les guichets plus Hub Brussels. L'intervention, là, elle est de 60% à l'identique, mais le maximum est de 15 000 €. Et là, l'avantage en plus, c'est qu'on vous donne une avance sans que vous n'ayez rien dépensé. Et on vous donne le solde au moment où vous nous rentrez les pièces justificatives. Pour l'ensemble de nos primes, il faut toujours nous rentrer des pièces justificatives qui, en fait, concordent avec la dépense que vous avez effectuée. Qu'est-ce qu'on peut soutenir dans l'approfondissement? En fait, les mêmes types de dépenses, consultance, formation, frais de garde et participation aux foires à l'étranger, si ce n'est que là, ce qui est intéressant aussi, ça peut être des dépenses d'investissement. Donc là, vous avez besoin justement peut-être d'un ordinateur super performant parce que, etc. Vous pouvez avoir des petits frais d'investissement qui ne peuvent jamais dépasser 50% de votre projet global. Donc, c'est-à-dire que si on intervient et qu'on vous donne les 15 000 €, il ne pourrait y avoir que 7 500 € d'investissement. Et quand vous rentrez votre dossier, vous devez bien faire attention justement quand vous faites un budget prévisionnel de vos dépenses, qui vous servira de toute façon même pour faire après justement un business plan ou autre. Bah, c'est important de ne pas vous dire je fais 100% d'achat d'un téléphone, un GSM ou autre. Voilà. Donc là, donc l'aide est plus conséquente et surtout ce qui est important, c'est qu'il y a une avance qui est donnée. Il y a la prime pour le projet de reprise d'entreprise. Pour les gens qui seraient intéressés, n'hésitez pas à me contacter par la suite, mais je vous dis, ce sont vraiment des cas particuliers. Et donc, étant donné que le temps est compté, je préfère passer pour la suite à tout ce qui concerne les primes dédiées aux entreprises. Donc, je viens de parler des 2 primes de préactivité. Maintenant, les primes dont je vais vous parler, vous devez avoir un numéro d'entreprise pour pouvoir bénéficier de la prime. On intervient en fonction de toute une série de critères et un des premiers critères qui détermine les montants, c'est la taille de l'entreprise. Ici, je suppose que vous êtes des candidats entrepreneurs ou des PME bruxelloises, vous n'avez pas trop de tracasseries à vous faire. Et donc, il faut savoir que dans certains cas, il y a des entreprises, si elles ont comme actionnaire un gros groupe, pour calculer la taille, on va rentrer dans l'ensemble des actionnaires et donc à un moment, il se fait que peut-être ils vont dépasser certains seuils. Donc ça, c'est juste pour information, comme ça vous savez comment calculer la taille d'une entreprise, mais je pense que vous concernant, c'est pas vraiment un point d'attention particulier. Qu'est-ce qu'on a comme famille de primes? On a plusieurs familles. On a d'abord les primes pour les investissements. Donc là, s'investir, ça veut dire quoi? C'est acheter des choses du dur. Voilà, donc on achète du matériel, ça peut jamais être son consommable premier. Donc par exemple, pour une imprimerie, il n'y aura pas de souci à l'aider pour l'achat d'une machine qui va lui servir en presse et en impression, mais on va pas, par exemple, lui payer son papier. Donc on est toujours dans des investissements qui vont être liés à votre activité que vous avez décidé de faire, et on a différents types d'investissements. On a les investissements généraux, des investissements spécifiques, et on a aussi la prime qui est dédiée à la low emission zone et donc qui concerne uniquement l'achat de véhicules qui sont justement qui ne peuvent plus rentrer sur Bruxelles, et donc nous on intervient pour couvrir une partie de l'achat du nouveau véhicule. Au niveau des investissements, qu'est-ce qui est admis? D'abord, il faut que ça soit réalisé en région bruxelloise. Voilà. Donc, vous savez très bien que vous pouvez peut-être avoir votre siège social à Bruxelles. Ça peut peut-être être votre domicile, par exemple, mais votre atelier va se trouver en Flandre. Si tel est le cas, vous ne serez pas éligible chez nous. Voilà. Le siège social de l'entreprise, nous, on ne va jamais le regarder. Il peut même être à Tombouctou. C'est très bien. Nous, on va regarder que vous ayez vraiment votre activité sur le territoire de la région bruxelloise. Qu'est-ce qu'un investissement? Ça, c'est important. C'est quelque chose qui est inscrit dans votre bilan ou dans votre tableau d'amortissement si vous êtes indépendant.
comme étant un amortissement, justement. Et donc, c'est ça qui fait la différence entre quelquefois des frais généraux ou des frais d'investissement. Pour illustrer, un leasing automobile va être considéré comme amortissable et va être considéré comme un investissement. Un renting immobilier, vous allez devoir le mettre au niveau de vos frais généraux et par exemple ne sera pas considéré comme un investissement. L'investissement, il doit être nécessaire à l'activité professionnelle. Il faut vraiment qu'il y ait un lien. Voilà, donc en vue d'une exploitation effective par l'entreprise, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre à disposition l'investissement qui va être subsidié. Et ces primes en investissement, ce sont les seules qui sont exonérées d'impôts. Donc ça, c'est quand même important parce que les montants peuvent être assez conséquents. Et pour des petites entreprises qui démarrent, devoir mettre ça dans son bilan, ça peut créer évidemment au niveau des impôts un souci. Donc là, il n'y a pas de souci. Toutes ces primes sont exonérées d'impôts. Au niveau des investissements généraux, donc quand on dit généraux, c'est tout. Donc je veux dire, ça peut être une camionnette, ça peut être la table de massage si vous avez un centre d'esthétique, ça peut être voilà toute une série d'outillages, une série de machines. Donc c'est vraiment tout. Mais dans certains cas, soit vous êtes pendant 4 ans starter, et là il n'y a pas de problème, on vous soutient pour acheter du matériel qui a un lien avec votre activité sans souci. Passé cette période de 4 ans, étant donné qu'il faut savoir qu'on est dans un cadre qui s'appelle les aides d'État. Donc, en fait, au niveau de la concurrence entre les différents États membres de l'Union européenne, les États ne peuvent pas faire n'importe quoi pour éviter une concurrence déloyale. Donc, en fait, il y a des règlements bien stricts au niveau européen. Ici, le règlement pour les investissements généraux nous permet de donner des gros montants, mais du coup, ça restreint les possibilités d'accès pour les entreprises. C'est-à-dire que vous êtes dans les 4 ans, là, c'est parfait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, pour pouvoir bénéficier de ces aides, il faudra juste nous prouver que vous avez une extension d'un établissement. Alors, l'extension, nous, on la regarde de 2 manières. Soit c'est une extension géographique. Vous aviez un snack avec une petite réserve derrière, et puis à un moment, vous dites, je vais refaire tout mon snack et la réserve, je vais la diviser par 2 parce que je vais vraiment faire en sorte que mon activité, voilà, je vais rajouter 2 tables et 3 chaises. Vous êtes en extension. Après, vous allez pouvoir aussi prouver votre extension par une augmentation de votre chiffre d'affaires. Alors évidemment, vu le contexte économique, ça sera un peu compliqué pendant cette période. Autrement, dans un contexte normal, on va regarder vos déclarations TVA et si on voit que vous êtes en extension, on acceptera également l'investissement. Soit vous nous prouvez que vous êtes quelqu'un qui fabrique des choses et que vous avez diversifié votre production, voilà, sur vos produits. Soit vous faites un changement fondamental dans le processus de production. Mais là aussi, c'est vraiment lié à certains secteurs d'activité parce qu'on doit être dans la fabrication de certaines choses. Donc, de manière générale, les dossiers les plus importants, ce sont quoi? Soit des starters qui ont moins de 4 ans, et donc là, ça pose un problème, aucun problème. Soit on est en extension et on peut le prouver, et donc le dossier peut être tout à fait éligible. Qu'est-ce qui est admis? Comme je vous disais, immobilier, donc tout ce qui peut être travaux, rénovation ou autre, du mobilier, du matériel roulant et la reprise de fonds de commerce. Alors, la reprise de fonds de commerce, je vous dis tout de suite, on n'intervient que sur le matériel et en plus, il faut une évaluation par un réviseur d'entreprise de la valorisation justement de ce matériel ou de ce mobilier. Autrement dit, c'est une aide qui n'est pas vraiment très attractive et in fine, on ne va pas prendre par exemple le pas de porte, on ne va pas prendre le fichier client voilà. Donc en fait, ce n'est pas la valorisation de l'entreprise en tant que telle, mais c'est seulement la valorisation du matériel. Tout ce qui va être modernisation et remplacement, c'est exclu. Donc, justement, vous existez depuis 5 ans, vous avez une camionnette, vous voulez la changer, si vous la remplacez, ça ne va pas être bon. Si vous faites une extension, c'est-à-dire que vous avez une camionnette, vous engagez un deuxième chauffeur, vous achetez une deuxième camionnette, là, il n'y aura pas de souci, on pourra vous soutenir. Les interventions, comme vous voyez, ils sont assez élevés. Donc, il faut de toute façon faire un minimum de 15 000 ou 10 000 euros d'investissement en fonction justement que vous ayez 4 ans ou pas 4 ans. Tant que vous avez moins de 4 ans, vous devez faire un minimum de 10 000 euros de frais en fonction de votre taille. Mais comme je vous dis ici, je crois qu'on est plus avec des micro-entreprises. Et on peut intervenir jusqu'au maximum 350 000 euros de prime, même 500 000 dans certaines zones géographiques de Bruxelles. Et les taux d'intervention varient en fonction de toute une série de critères, de 2,5 à 30%. Au niveau des critères, je ne les ai pas détaillés là, mais donc, il faut savoir que, par exemple, si vous êtes une entreprise starter, vous avez droit à une aide de 5% qui est l'aide de base. Si vous êtes starter, vous avez droit encore à 5%. Et par exemple, si vous êtes dans des secteurs prioritaires, comme le RECA, par exemple, vous avez droit encore à 5%. Si vous êtes dans la zone de développement, vous avez droit encore à 5%, ce qui fait une intervention de 20%. Et donc, tout ça se retrouve sur notre site Internet bien expliqué. Et donc, c'est pour ça que ces taux varient entre 2,5 et 30%.
Je vous avais parlé des investissements généraux. Attention, on doit être en extension ou en création et on ne peut pas faire de remplacement. Ici, on a des investissements spécifiques. Ces notions-là sont à oublier parce qu'on est dans un autre cadre réglementaire qui nous permet de donner moins, mais qui nous permet de subsidier du remplacement. On a tout ce qui est mis aux normes. Alors là, c'est aussi fort dédié à certains secteurs parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une fabrication de quelque chose. Et vous nous dites, catastrophe, ici, maintenant, il y a une nouvelle norme européenne qui est sortie. Moi, pour pouvoir continuer à fabriquer, je dois installer du nouveau matériel parce que la norme m'y oblige. Nous, on va intervenir sur le remplacement à concurrence également de maximum 80 000 euros. Donc, comme je vous dis, comme on est dans un autre règlement, il y a des plafonds qui sont inférieurs. On intervient quand même pour 40% et on vous donne maximum 32 000 euros par année civile. Et il faut se voir qu'on intervient une seule fois par unité d'établissement. Donc, par exemple, cette aide est souvent utilisée aussi par les restaurants. Il y a les normes HACCP qui font qu'à un moment, il y a certains types de matériel qui sont obligés d'être utilisés pour des normes d'hygiène ou autres. En fait, par restaurant, vous aurez droit à une fois utiliser cette mise aux normes avec un taux d'intervention de 40% et maximum 32 000 euros. Une aide qui est quand même fort utilisée aussi, c'est tout ce qui est sécurisation. Donc, vous avez un commerce, vous avez déjà été vandalisé plusieurs fois. Vous pouvez uniquement pour sécuriser par un système d'alarme, par un système de protection mécanique, donc volet gris ou grillage, ou un système de vidéosurveillance, on intervient également dans ces frais d'investissement. Même chose, il faut un minimum de 3 000 euros, il faut l'intervention de 40% et on va intervenir maximum pour 10 000 euros par année civile. Et même chose, on ne peut intervenir qu'une seule fois par unité d'établissement. Il faut savoir que, par exemple, c'est une aide qui est fort utilisée par les pharmacies parce que les pharmacies sont exclues de toutes nos aides à part celle-ci. Étant donné que normalement, tout ce qui est lié de près ou de loin à la santé sont des secteurs qui sont exclus parce que des secteurs qui ne dépendent pas des régions. Et donc, voilà, il faut savoir qu'ici, c'est la seule aide qui est ouverte aux pharmacies. On a également une aide qui est assez utilisée, qui est tout ce qui est pour favoriser l'accès aux personnes à mobilité réduite. Et pour également tout ce qui est les mamans, poussettes ou autres. Et donc, si vous avez un commerce et qu'à un moment, vous devez mettre une rampe pour justement pouvoir faire en sorte que les personnes puissent y accéder, l'installation des nouveaux éléments ou modification d'éléments existants, s'il y a certains, voilà, on est déjà intervenu pour des ascenseurs ou des choses comme ça. Donc, en fait, là, il y a également une intervention possible. Même montant minimum d'investissement, le taux est de 40% et on intervient pour maximum 80%. Toujours fort important, dans les aides aux investissements, ça se fait en 2 temps. Ça, c'est une procédure qui nous est imposée par l'Europe pour dire que vous voulez vraiment, on vous incite à dire sans vous, moi, je ne ferai pas l'investissement. Vous devez le faire en 2 temps. Vous nous rentrez un premier formulaire. Vous verrez à la fin, on a une plateforme où il faut créer votre compte et donc l'ensemble des demandes se font en live, donc au niveau d'un formulaire dédié à chaque type de prime. Une fois que vous avez créé votre compte, vous avez accès à l'ensemble des formulaires. Il faut toujours, au niveau des investissements, faire en 2 temps. Vous rentrez une autorisation préalable qui, elle, c'est de dire quoi? Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux faire? Plus ou moins quand? Pour combien? Et nous, en fonction de ça, on voit justement à analyser. Si on se rend compte que, par exemple, vous êtes dans le secteur de la santé, on va vous dire tout de suite, non, ça ne sert à rien de faire votre investissement parce que vous n'y aurez pas droit. Donc, en fait, c'est l'autorisation préalable. On accuse réception de votre dossier. Si on voit qu'il y a un motif de refus flagrant, on vous le dit tout de suite. Quelquefois, évidemment, il y a des choses qu'on ne peut voir que tout à la fin du dossier. Et là, on vous dit, OK, vous pouvez démarrer vos investissements. C'est à partir de cette lettre que vous pouvez acheter, commencer vos travaux, signer des bons de commande et des devis. Parce qu'un bon de commande signé, c'est comme si ça vaut vente, donc c'est considéré comme une facture. Donc, avant d'avoir cet accusé de réception, vous ne pouvez rien faire. Après, vous avez 6 mois pour réaliser justement vos travaux, vos achats ou autres. Et après, vous nous rentrez un formulaire définitif en disant, voilà, maintenant j'ai terminé mes travaux et vous nous rentrez les pièces justificatives attenantes à l'ensemble des investissements qui sont faits. Et puis nous, on accuse réception, on regarde l'ensemble des pièces justificatives qui ont été introduites et on prend notre décision. La Primelaise, elle a également la même procédure, si ce n'est que là, donc c'est vraiment uniquement si vous devez remplacer un véhicule qui fait l'objet ou qui va faire l'objet d'une interdiction de roulage à Bruxelles. Et donc, on intervient pour 20%, l'aide est plafonnée à 3 000 euros. Vous avez à chaque fois les normes qui sont concernées en fonction des années civiles. Donc, on est en 2021, donc en fait,
le carburant, c'est le diesel norme Euro 4 seulement qui ne peut plus être utilisé et donc du coup, vous devez remplacer votre véhicule. La seule chose qu'il y a, c'est que vous ne pouvez acheter qu'un véhicule non diesel qui doit être immatriculé en région bruxelloise et utilitaire. Ce qui restera un petit peu le scope étant donné qu'il y a une série de véhicules qui ne sont même pas sur le marché et qui sont non diesel. Voilà. Donc, j'avoue que c'est pas une aide qui rencontre un franc succès de par ces trois conditions, surtout parce qu'il faut être utilitaire non diesel. Mais pour des petits utilitaires, là, je veux dire, ce sont les dossiers qu'on a le plus. Parce que voilà, on intervient quand même à concurrence de 3 000 €. Ça peut être un véhicule d'occasion. Là, évidemment, il faut qu'il soit respectueux de la nouvelle norme du moment qu'il est vendu par un garage, en fait. Donc, en fait, c'est un professionnel. Tout ce qui concerne les aides aux investissements ça peut être du matériel d'occasion du moment qu'il est vendu par un professionnel et qu'il vous donne une garantie. Donc, on va pas couvrir le fait que vous achetez un véhicule chez un particulier. Donc ça, c'était toute la partie investissement. Donc j'achète, je fais des travaux, j'achète du matériel, des machines. Après, on a des aides que nous, on appelle soft, parce qu'en fait, c'est plus en fait du service que vous allez demander à des tiers. C'est la prime à la consultance et la prime web. Alors, au niveau de la prime à la consultance, elle a été réformée en 2019. Elle est moins, le type de mission que vous pouvez couvrir par notre aide est moins importante qu'avant. Avant, on pouvait accepter les missions de marketing et de management. Il faut savoir que pour maintenant, à ce moment précis, on espère le changer assez vite, c'est pas possible. Donc, les missions, vous en voyez qu'il y en a 12. Je vous dis honnêtement que celles qui sont les plus utilisées sont les missions 1, 2, 3, 4 et 5. À partir de la 6e jusqu'à la 12e, on a très, très peu de dossiers, voire même pour certaines encore aucun, en 2 ans. Les data consultances relatives à des changements dans la production de produits, ben là, même chose, même au niveau des normes. Quelquefois, une norme, c'est pas uniquement changer du matériel, c'est faire appel à un consultant parce que vous devez tendre vers une norme ISO. Vous allez devoir changer et adapter toute une série de choses dans votre production. Ben, il y a un professionnel qui doit vous aider, qui est le spécialiste en norme ISO et qui va vous accompagner tout au long de votre processus. Étude de marché aussi. Vous vous rendez compte que votre marché, il est saturé, que vous vous dites que peut-être au niveau de la France, des pays limitrophes, pour commencer, il y a peut-être quelque chose, un potentiel. Vous faites appel à un consultant qui va vous accompagner par rapport à ce challenge-là. Tout ce qui est études juridiques, ça peut être très intéressant pour les conditions générales de vente. Honnêtement, avec la crise qui s'est passée, beaucoup de gens se sont rendus compte que sur leurs conditions générales de vente étaient un peu plus bétonnées. Il y aurait eu des gens qui auraient annulé, mais qui auraient quand même dû les dédommager en partie, voire en totalité. Tout ce qui est faisabilité technique. Donc là, on parle plutôt des études de sol ou du prototypage. Voilà, vous êtes déjà producteur d'un certain type de matériel. Vous vous rendez compte que pour pouvoir aller sur un marché tiers, il faut d'autres spécificités. Vous allez d'abord faire appel à quelqu'un qui va vous aider à faire un nouveau prototype pour voir si ça vaudra la peine de le lancer au niveau du coût et du résultat. Et le conseil à digitalisation, sécurisation informatique et services IT, en fait, ça, c'est tout ce qui peut être du service informatique hors site web et site e-commerce. Mais donc, c'est beaucoup CRM, ERP ou protection des datas. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment au niveau des missions les plus utilisées. Le taux d'intervention, en fait, il varie de 40 à 60%. Et si vous êtes pas starter et pas dans entreprise sociale, pas entreprise circulaire, vous n'avez pas un secteur prioritaire et vous n'avez pas de plan de diversité, vous n'aurez que 40%. Si vous avez un de ces critères-là, vous pouvez monter jusqu'au maximum 60%. Vous avez une enveloppe qui est à votre disposition qui est de 10 000 € par année civile. Vous pouvez faire 5 missions maximum par an et vous devez faire à chaque fois une mission qui est minimum de 500 € d'intervention par dossier. Donc, ce n'est pas 500 € de dépenses parce que ça varie en fonction du taux d'intervention qui sera le vôtre en fonction des critères. Au niveau du site web, donc ça, c'est une nouvelle aide aussi depuis 2 ans. Donc, vous avez une enveloppe de 10 000 € pour ce que je viens de dire. Et à côté de ça, vous avez une enveloppe de 5 000 € pour créer ou refondre votre site Internet, pour qu'on vous conseille, pour vous positionner justement pour tout ce qui est vente en ligne ou autre, ou pour auditer ou optimiser votre site Internet. Là, c'est vraiment tout ce qui concerne le site Internet. Ça peut être du référencement, ça peut, voilà. Donc, c'est vraiment tout ce qui concerne ces 3 catégories-là. La même chose, l'aide est de 40 à 60%. L'enveloppe, elle est de 5 000 €. Vous ne pouvez faire qu'une seule mission par an. Et le taux d'intervention, enfin, la dépense minimum est de 500 € par rapport au pourcentage d'intervention.
Donc ça, il faut savoir que cette aide-là est très fort utilisée. Elle a été d'autant plus avec la crise Covid où beaucoup d'entreprises se sont rendues compte qu'en termes de e-commerce ou de site web, en fait, c'était un bon vecteur pour pouvoir continuer à fonctionner. Les conditions à chaque fois, aussi bien pour la prime consultance pour que la prime web, jamais commencer votre mission avant l'accusé de réception. Vous devez débuter au plus tard 3 mois après notre décision. La mission, elle ne peut pas durer plus de 6 mois. C'est pas quelque chose que vous sous-traitez à quelqu'un, c'est-à-dire que si vous devez faire quelque chose de récurrent par votre activité, la consultance ici, c'est de l'accompagnement par rapport à quelque chose que vous êtes incapable de pouvoir faire vous-même et c'est pour ça que vous faites appel à un professionnel. Vous devez, il doit y avoir évidemment un rapport entre les dépenses et le fonctionnement de votre entreprise aussi. Donc voilà, si vous n'êtes pas fabricant, une norme ISO, à un moment, si vous vendez juste des chaussures, on va vous dire quel est l'intérêt de vous lancer dans cette aventure, étant donné que vous êtes un magasin qui vend des chaussures, voilà. Et l'entreprise doit nous dire, écoutez, voilà, pour moi c'est un challenge. On parle de problème, mais moi je préfère parler de challenge en disant, je me rends compte que pour moi c'est nécessaire de me faire accompagner sur tel ou tel sujet parce que je me rends compte que ça va faire en sorte que mon entreprise aille mieux. Par rapport au consultant, lui, il a également certaines obligations. Il doit être indépendant du bénéficiaire. Donc, ça ne peut pas être l'actionnaire majoritaire qui dit, tout le monde fait, je vais quand même essayer de faire quelque chose qui va faire qu'on aille mieux. Il doit être spécialisé dans le domaine concerné. Quelque chose de fort important, qu'il a été d'autant plus pendant toute cette crise, c'est qu'en fait, comment nous, on peut déterminer une activité d'une entreprise. J'ai pas le temps, malheureusement, de pouvoir prendre contact avec tous les gens qui introduisent des demandes. Si c'était comme ça, je serais la plus heureuse, mais il faut savoir que on a entre 5 et 6 000 dossiers par an et j'ai 20 gestionnaires de dossiers. Donc, voilà, vous voyez plus ou moins le rapport. Et donc, nous, en fait, c'est le dossier formulaire électronique que vous allez rentrer qui va être notre pièce maîtresse et la banque Carrefour des entreprises. Un conseil, si vous êtes en création d'entreprise, si vous êtes porteur de projet, la banque Carrefour des entreprises, c'est quelque part une Bible. C'est une source authentique qui regroupe toutes les informations d'une entreprise. Donc, quelquefois, vous créez votre société, vous avez été chez le notaire, vous avez publié tout au moniteur et vous dites, moi, super, je suis tout à fait en ordre, je me lance. Bardaf, pas du tout, parce qu'en fait, le code NACE que vous aurez mis, donc un NACE code, c'est le code qui détermine votre activité. Et nous regardons que les codes NACE qui sont liés à votre TVA. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce que vous facturez. Donc, nous, on considère que si vous avez inscrit ça en code NACE TVA, c'est votre facturation journalière ou la plus importante qui fait que c'est votre activité principale. Sachez que toutes ces démarches doivent être faites elles sont faites de manière séparée. Il n'y a pas quelqu'un qui à un moment dit, je prends vos statuts, je prends ce que vous avez demandé au guichet d'entreprise et que je regarde que tout va bien. Non. Ça serait super si c'était comme ça, c'est pas le cas. Donc, faites toujours bien attention au code NACE TVA que vous allez demander au guichet d'entreprise ou via votre secrétariat social de mettre à la banque Carrefour, parce que c'est ça qui va déterminer toute une série de choses. C'est important chez nous, mais c'est important pour tout plein de choses aussi. Si vous avez un contrôle fiscal à un moment, si le fisc voit que vous avez mis un code TVA, mais que vous facturez des choses qui n'ont rien à voir avec le code TVA que vous avez mis, à un moment, ils vont vous poser des questions en disant, mais on comprend pas très bien. Vous dites que vous êtes formateur, mais en fait, vous facturez que de la consultance. Alors là, c'est pas trop grave parce que le pourcentage de TVA, le taux de TVA est le même. Mais par exemple, si vous dites que vous faites une activité dont le taux de TVA est de 6%, mais qu'à un moment, vous facturez tout à 21%, là, à un moment, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, soyez vraiment vigilants à faire en sorte que votre banque Carrefour des entreprises, c'est comme votre carte d'identité, soit vraiment bien à jour pour tout. Voilà. Et donc, nous, le consultant, justement, on va voir s'il est compétent sur base de son CV, ça c'est une chose, mais c'est du déclaratif. Et après, on va croiser ça justement avec sa banque Carrefour. Et si on se rend compte que le gars, il dit oui, moi je suis un grand spécialiste en études de marché, et vous allez voir dans sa banque Carrefour et qui dit en fait qu'il fait du massage, vous rigolez, mais ça m'est déjà arrivé, vous vous dites, voilà, après la personne, souvent, c'est parce que c'est des erreurs qui ont été commises ou c'est des gens qui reprennent une entreprise et qui oublient d'adapter les codes. Donc, ça arrive très fréquemment, mais sachez que c'est vraiment fort important et que nous, malheureusement, c'est que sur base de cette banque Carrefour qu'on peut faire un comparatif avec ce que vous mettez dans le formulaire. Et donc, vous allez peut-être recevoir un refus sec. Vous vous dites, mais c'est pas juste. Moi, mon consultant m'a dit qu'il était super spécialiste en études de marché. Et en fait, dans sa banque Carrefour, c'est pas du tout ça qui est inscrit. Même chose pour votre propre activité, c'est ce code NACE qui va déterminer le fait qu'on considère que vous faites bien l'activité que vous nous dites que vous faites dans votre formulaire. On a également la prime à la formation.
Et donc là, la formation, ça peut pas porter sur une gestion journalière ou habituelle. Donc, par exemple, on ne va pas payer le permis de conduire d'un chauffeur de taxi. Voilà. Donc ça, c'est ça. Voilà. Par contre, on va vous payer toute une série d'autres formations. Ça peut vraiment être des formations en comptabilité, en langue, ou même en développement personnel, en management. Donc, contrairement aux autres régions, aussi bien en consultance qu'en formation, vous êtes libre de choisir votre formateur, votre consultant. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il doit juste correspondre à ce qu'on demande. Donc, c'est-à-dire, c'est surtout la Banque Carrefour et son expérience, aussi bien que le consultant que le formateur. Ils doivent avoir 2 ans d'expérience en la matière et ils doivent être en ordre au niveau de leur Banque Carrefour. Ils doivent être indépendants de votre entreprise, voilà, spécialisés dans le domaine, activité depuis au moins 2 ans. Et là, la même chose, les taux d'intervention sont de 40 à 60%. Ce qui est important aussi de savoir, aussi bien en consultance qu'en formation, c'est que pendant une période de 2 ans, vous ne pouvez pas faire appel une deuxième fois au même consultant ou au même formateur. Voilà. Alors j'ai encore bientôt plein d'autres primes. Hein. Donc en fait, on a des primes aussi quand il y a des chantiers qui font en sorte que les clients peuvent accéder à votre commerce. Il y a des aides au recrutement, il y a aussi du coworking. Il y a tous les aides à l'exportation. Alors j'avoue que j'en ai pas parlé aujourd'hui parce que souvent ces aides depuis 1 an sont un peu au point mort. Tout se trouve sur notre site internet. Et donc ça, en fait, c'est la plateforme dont je vous parle. Donc, vous vous connectez en créant votre compte pour la première fois. Par la suite, en fait, vous avez accès à tous les différents formulaires. Vous les remplissez et puis vous nous les envoyez. Et l'avantage, c'est que vous pouvez suivre votre demande en live. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va se passer quelque chose chez nous, vous allez recevoir un mail qui vous dit, eh ben, voyez, il y a une étape à faire, ou nous, on a fait une étape. À côté de ça, vous avez accès à tous les documents qui vous sont envoyés à l'heure actuelle, aussi bien par mail que via la plateforme. Voilà. Et donc, ça, ce sont les différents canaux d'information pour retrouver l'ensemble des informations que je viens vous donner. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces informations. Tu t'en doutes, on a quand même pas mal de petites questions que je vais passer en revue. Alors, pour débuter sur les aides plutôt de préactivité, la première question, c'est par rapport au domicile des personnes. Donc, peut-être de repréciser pour les personnes donc en préactivité qui ne seraient pas domiciliées à Bruxelles, si elles ont droit à ces aides ou pas. Voilà. Non. Donc, en fait, on a un accès sécurisé avec le registre national. Et donc, l'élément clé pour introduire la demande, c'est votre numéro de registre national. Et sur base de ça, nous, on a accès, en fait, pas à votre adresse, mais l'application nous dit si oui ou non vous êtes domicilié à Bruxelles, enfin en région bruxelloise. Si c'est pas le cas, d'office, vous aurez un refus. D'accord, merci pour ces précisions. Une autre question, toujours pour ces aides de préactivité. Dans le cadre de la création d'une société, il faut évidemment aller chez le notaire pour établir les statuts. Qu'est-ce qui peut faire l'objet d'une prime de préactivité dans ce cas-là? Est-ce que par exemple les frais de notaire en tant que tels peuvent faire l'objet de la prime ou éventuellement les frais de consultance avec le notaire au préalable? Oui, mais vous avez, voilà, donc on va pas payer du tout une dépense qui incombe à l'entreprise. Donc, parce que comme je vous dis, la consultance, c'est de l'accompagnement. Donc, le notaire en tant que tel, il va pas vraiment vous accompagner dans la création de votre entreprise. Si vous faites appel à un consultant externe qui va vraiment vous dire, bah, c'est mieux d'avoir ce type de statut-là et cette forme juridique-là, oui. Mais donc, ça sera plutôt, je veux dire, un avocat ou un juriste dans ce cas-là. Mais donc, les frais d'enregistrement, les frais de notaire ou autres seront jamais pris en considération. En fait, on ne peut pas intervenir dans une dépense naturelle de l'entreprise, entre guillemets, ou de la future entreprise. C'est pour ça qu'à chaque fois, on a, et donc ça, c'est aussi une contrainte européenne, ça, c'est pour éviter justement qu'on intervienne dans votre fonctionnement en général. C'est pour ça qu'on n'intervient pas, par exemple, à part dans certains cas bien spécifiques pour les frais de salaire. Merci. Toujours sur le même sujet. Donc, est-ce qu'on peut demander une prime de préactivité si, par exemple, on a 2 numéros d'entreprise pour 2 activités complètement différentes? Donc, par exemple, quelqu'un qui est déjà indépendant avec un numéro d'entreprise, mais qui veut créer, voilà, j'imagine, une autre société pour un autre projet. Quelque part pas, parce qu'en fait, je dis la préactivité, pourquoi on vous aide, c'est parce qu'en fait, vous savez pas ce que c'est d'être chef d'entreprise, vous savez pas ce que c'est d'avoir une entreprise, et nous, on va couvrir ce risque-là. Si à côté de ça, vous avez une activité pour laquelle vous existez déjà, bah, vous connaissez toute une série de choses
Et donc, du coup, on peut vous aider si vous créez une deuxième société avec tout le panel des autres aides. Parce que quand vous voyez le type de dépenses qu'on a en préactivité, ben, en fait, il y a des primes qui correspondent à la même chose à partir du moment où vous avez un numéro d'entreprise. Et donc ici, c'est vraiment vous aider parce qu'en fait, ben, vous êtes novice et qu'on veut dire, attention, il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé parce que vous savez pas les tenants et les aboutissants et tout le long, c'est pas le long fleuve tranquille de la vie d'une entreprise. Donc, si vous êtes indépendant, d'office, vous n'aurez pas le droit à la préactivité, mais vous aurez droit à toutes les autres aides. Voilà, merci. Alors, par rapport au secteur éligible pour les aides, voilà, les aides pour les entreprises déjà actives, j'ai une question voilà, d'une profession libérale, donc en l'occurrence un avocat. Et donc, est-ce que tu peux bien confirmer que ce type d'activité est exclu des primes? Donc, ils sont admis. Alors, ils sont admis dans toutes nos aides. Dans le cadre des investissements, ils sont admis tant qu'ils sont starters. Donc, un avocat pourra demander 4 ans à partir de la date d'inscription à la Banque Carrefour des entreprises. Merci, parce que la question avait été posée. Donc, voilà. Donc, tant qu'ils sont starters de moins de 4 ans, ils peuvent demander les aides. Des investissements. Pour toutes les autres aides, il n'y a même pas ce critère de starter. Donc, un avocat qui existe depuis 15 ans peut suivre une formation en néerlandais. OK. Il n'y a que cette restriction des 4 ans pour les investissements. OK. Et alors là, ça concerne, ce serait une aide pour des développements numériques. Est-ce que c'est repris dans la prime aux investissements? Non, parce que tout ce qui est développement, de nouveau, ça va pas être, c'est pas des frais qui sont mis en amortissement, en compte de classe 2 dans votre comptabilité. Donc, tout ce qui va être développement, vous pouvez plutôt la raccrocher à la prime à la consultance, en digitalisation ou en conseil IT. Voilà. Donc ça, je peux inviter la personne à contacter le 1819 par téléphone pour avoir plus d'informations et peut-être pour être orienté vers d'autres solutions de soutien. Merci. Donc la définition de la micro-entreprise, je l'ai envoyée par email, mais si tu veux dire un mot là-dessus. Mais surtout, c'est parce qu'en fait, il y a des seuils au niveau du chiffre d'affaires et du bilan, mais il faut savoir aussi ce qui est surtout important, c'est le nombre d'équivalents temps plein, donc le nombre de travailleurs. Donc, vous êtes considéré comme micro-entreprise à partir du moment où vous n'avez pas 10 travailleurs équivalents temps plein. Il faut savoir qu'on n'a que 2000 sociétés bruxelloises qui sont au-dessus de ce seuil de micro-entreprise. Donc, en fait, on va dire que 90% de nos entreprises bruxelloises sont des micro-entreprises et font partie des micro-entreprises les indépendants. Parce que si vous avez 0 ETP, ben, vous êtes aussi considéré comme une micro-entreprise, en fait. Merci. Alors, par rapport au domaine de la santé qui est exclu, est-ce que tu peux un petit peu préciser qu'est-ce qu'on entend par domaine de la santé? Là, par exemple, il y a un software médical. Est-ce que c'est inclus dans ce domaine santé ou pas? Non, en fait, c'est l'activité. Donc, si la structure est une boîte d'IT informatique qui donne des conseils, mais qui veut développer une application qui sera en faveur des médecins, ça ne posera aucun problème. D'ailleurs, ces codes NACE et TVA dans la Banque Carrefour seront dans les codes 62 parce qu'en fait, ils vont faire du conseil en informatique. Si par contre, c'est un médecin ou un hôpital qui introduit la demande, ça d'office, ça sera refusé. Merci. Alors, une question qui revient souvent par rapport à la prime web ou la prime à la consultance, est-ce que le prestataire peut être installé dans un autre pays que la Belgique? Oui, il peut être installé dans un autre pays. La seule chose qu'on va demander pour qu'on ne soit pas plus, on va dire, strict avec nos consultants belges qu'avec les consultants étrangers, c'est que, alors, il y a des pays qui fonctionnent comme nous. Donc, nous, on parle du code NACE. Eux, il y a des codes cirés en France. Donc, par exemple, si c'est un Français, on va lui demander son code ciré pour voir justement si son activité qu'il a lui donné au niveau du registre de commerce français, bah, c'est bien ce qu'il fait. Et autrement, on demande une copie de l'inscription au registre de commerce où à chaque fois sont repris normalement l'activité qui est prestée. Merci. Alors, je précise qu'on reçoit beaucoup de questions. Je ne suis pas certaine qu'on pourra répondre à tous les cas particuliers, mais voilà, on fait de notre mieux en tout cas. Une question intéressante concernant le cumul des primes. Est-ce qu'elles sont cumulables avec d'autres subsides de la région? Alors, elles sont cumulables, mais ce qu'il faut toujours faire attention par rapport à d'autres subsides de la région, une même dépense ne peut pas être couverte par 2 organismes régionaux. Donc, par exemple, une chaudière ne pourrait pas être subsidiée en partie par Bruxelles Environnement et par Bruxelles Économie Emploi.
Donc, c'est surtout le type de dépense. C'est ça qui est important et c'est uniquement régional. Mais par exemple, on a une aide au recrutement dont je n'ai pas parlé parce que voilà, on a le temps qu'on a. Mais on peut très bien, par exemple, l'accumuler avec l'aide Borsu, que j'appelle Borsu, qui est le fait que vous soyez pour le premier emploi, que vous ayez toute une série d'avantages. Donc, il peut y avoir des cumuls, surtout quand c'est pas au niveau régional. Mais c'est toujours la même facture va pas pouvoir se retrouver dans 2 dossiers, en fait. C'est surtout la dépense qui est importante. Ok, merci. Alors par rapport toujours, je reviens à la question d'avant, au fait, voilà, les consultants avec qui les entreprises travaillent éventuellement, donc ça on a bien compris qu'elles peuvent être situées à l'étranger. Qu'en est-il d'un consultant qui facturait via un système comme Smart ou autre équivalent? C'est pas accepté parce que étant donné qu'on doit vérifier dans la banque Carrefour des entreprises sur base du numéro qui va facturer la mission, qu'il ait bien l'expertise en fonction de son code NACE TVA, la Smart, c'est un organisme qui met des gens en travail, je veux dire, voilà, donc c'est son code NACE à lui, et donc on ne prend que des gens qui facturent en réel, quoi, je veux dire. Donc il peut pas avoir d'intermédiaire. Merci. Alors, j'enchaîne encore sur les questions. Par rapport à l'aide Zeus pour l'emploi, est-ce que l'entreprise, donc il faut que l'entreprise soit dans cette zone et que l'employé futur y réside également, ou est-ce qu'il faut juste que l'une de ces deux conditions soit remplie? Il faut les deux, il faut les deux. D'accord, donc c'est l'entreprise et le futur employé. Alors, encore une autre question qu'on a souvent aussi au 18-19 par rapport à la prime, tout ce qui est prime web. Est-ce que tout ce qui est logo, identité visuelle, etc., est-ce que ça peut être repris dans cette aide ou dans une aide à la consultance? Non, parce que en fait, alors le logo, il faut savoir qu'il y a une aide en export qui existe. Si à un moment on peut dédier et dire que justement il y a une spécificité en termes d'exportation, mais tout ce qui va être identité graphique ou autre, on est dans du marketing et donc le marketing est pas pris en considération. Après, honnêtement, je dis ça à tous les gens que j'ai au téléphone et je vous le dis à vous, il nous faut un devis détaillé, mais il nous faut pas le devis qui soit le plus détaillé possible. Donc, à partir du moment où vous avez compris que ce qui est marketing n'est pas soutenable, à partir du moment où j'ai un devis détaillé, mais qui fait pas mention de ce genre de mission, mais qui, in fine, fait partie du package, moi, je vais pas venir, je vais pas être derrière vous, je vais pas vous fliquer en disant, est-ce que vous êtes certain que c'est pas à ce moment-là que vous avez développé ça ou ça ou ça. Donc, il faut être transparent, il faut avoir un devis qui colle à une réalité. Après, voilà. On est très triste de plus pouvoir soutenir le marketing. Donc, comme je dis aux gens, soyez détaillés, mais pas super détaillés. Et après, vous vous mettez d'accord avec votre consultant pour essayer d'avoir le meilleur outil. Merci encore, Stéphanie. Alors, j'ai une question d'un courtier en assurance qui, pour le moment, exerce en complémentaire et qui voudrait passer à titre principal. Donc, par exemple, s'il doit ouvrir un nouveau bureau, est-ce que c'est considéré comme un développement? En fait, si c'est une nouvelle unité d'établissement, donc en fait, si dans sa banque Carrefour des entreprises, l'adresse qu'il va nous mentionner parce qu'il va acheter ou rénover un nouveau lieu où il va exercer son activité, ça posera aucun problème. S'il est là depuis 10 ans comme indépendant complémentaire, là, ça va poser un problème s'il peut pas nous prouver qu'il y a une extension. Il faut savoir que les indépendants complémentaires chez nous sont pas exclus. Donc, contrairement aussi aux 2 autres régions, l'indépendant complémentaire n'est pas exclu. Il va juste pour certaines aides, par exemple, en formation, on va avoir la certitude que son activité d'indépendant complémentaire a déjà bien démarré et que la formation qu'il nous demande a un lien avec son activité d'indépendant et pas un lien, par exemple, parce qu'il est employé dans une banque et voilà. Donc, on essaie quand même de voir qu'il y ait quand même une activité déjà sur le territoire de la région bruxelloise, mais à partir du moment où la personne a une activité d'indépendant complémentaire depuis 5 ans, qu'au niveau de ses impôts, il s'est éprouvé qu'il facture de manière régulière, pour nous, il n'est pas exclu de facto de par son statut. Merci, merci. Alors, encore une petite question très pratico-pratique. Comment se déroule le paiement des primes? Est-ce que ça se fait en plusieurs tranches? Voilà, est-ce que tu peux un peu dire un petit mot là-dessus? Alors, à part en préactivité, on va dire pas light, où là il y a une avance, donc il n'y a jamais d'avance. Pour les dossiers d'investissement qui sont à plus de 25 000 €, on paye en 2 tranches, à partir de 100 000 € en 3 tranches. Toutes les autres primes sont payées en une seule tranche. Merci. Et encore une dernière question par rapport au code NAS. Est-ce que, je pense que tu l'as déjà dit, mais est-ce que vous vérifiez bien ce qui est communiqué à la BCE? On vérifie que ça.
Il faut savoir que notre application informatique elle-même, en fait, elle est liée à la Banque Carrefour des entreprises. Donc, quand nous, on reçoit un formulaire, il est injecté dans notre application, le numéro d'entreprise est injecté et donc, nous, s'affiche directement ce que la BCE a. Et donc là, on va regarder votre formulaire et puis on se rend compte qu'il y a une différence entre la Banque Carrefour. On regarde aussi toujours les statuts des sociétés pour se rendre compte justement où ça coince. Et à un moment, on va prendre contact avec l'entreprise en disant, écoutez, soit il y a un problème avec la Banque Carrefour, vous devez rajouter une activité, soit par exemple aussi les statuts correspondent pas à ce que vous mettez dans le formulaire. Donc nous, il faut quand même toujours qu'il y ait une triangulation en fait. Il faut qu'on regarde le code de la CTVA, les statuts de l'entreprise et ce que nous dit l'entreprise. À un moment, tout doit être pareil. Voilà. Et donc, on peut laisser du temps à l'entreprise pour se mettre en ordre, mais à un moment, si on se rend compte que quand on doit prendre la décision, quand on doit payer, l'entreprise est toujours pas en ordre, là, à un moment, évidemment, ça va coincer. C'est ça. Donc, on pourrait conseiller à toutes les entreprises de vérifier comment elles sont encodées à la BCE et aussi auprès de la TVA. Oui, mais donc c'est code NACE TVA. Donc, si vous allez sur le site de la Banque Carrefour des entreprises, vous avez un public search, vous tapez votre numéro d'entreprise, vous avez une première page qui va s'afficher. Votre code NACE TVA, il se trouve au milieu de cette page. Vous avez également des codes NACE qui se trouvent en dessous de votre unité d'établissement. On regarde jamais ces codes-là parce que là, il n'y a aucun contrôle qui est fait du tout. Moi, j'ai des indépendants qui m'ont déjà montré une banque Carrefour avec 72 codes NACE. Je veux dire, en 24 heures, les gens, ils sont quand même très forts. Et en plus, il n'y a pas de contrôle. Donc, par exemple, il disait qu'il était boutique de chaussures, masseur, conseiller IT, tailleur de pierre, voilà. Il n'y a aucun contrôle qui est effectué. Donc, c'est vraiment du déclaratif que vous faites à la banque Carrefour. Au niveau du code NACE TVA, c'est un formulaire que vous devez introduire auprès de la TVA. Et donc, eux, normalement, doivent quand même vérifier que par rapport à vos statuts, il y a quand même quelque chose qui correspond. Et donc, c'est pour ça que là, il y a déjà un filtre qui est fait et c'est pas uniquement du déclaratif, parce qu'à un moment, si vous donnez ça à la TVA, ce que vous allez facturer, il doit y avoir vraiment un lien entre les deux. Faites l'exercice. Je vous dis honnêtement, on a été également responsable de la gestion de toutes les primes Covid. Donc, en fait, on a eu des milliers d'entreprises qui sont passées entre nos mains. Il y avait des milliers d'entreprises qui n'étaient pas en ordre. Et donc, vraiment, dans 90% des cas, les entreprises ne le savent pas elles-mêmes et c'est pas du tout parce qu'elles veulent frauder ou parce que ceci. Il y a toute une série de choses. Il y a des comptables aussi, excusez-moi, qui font pas très bien leur travail et donc, en fait, ils vont pas chercher le bon code NACE. Ils en connaissent un qui correspond plus ou moins à l'activité. On tape celui-là et puis après, on dit c'est bon. Voilà. Donc, faites vraiment l'exercice. Grâce aux primes Covid, on a pu remettre toute une série d'entreprises à jour. Donc, les bureaux de TVA nous ont détestés parce que, évidemment, ça a été un gros boulot aussi parce qu'en fait, à chaque fois, ils ont dû adapter le tout et leur base de données. Mais honnêtement, voilà, ça n'a pas qu'une implication chez nous, en fait. C'est votre carte d'identité. Merci, c'est important de le rappeler, effectivement, cette notion de carte d'identité. Alors, une dernière question par rapport au fonds de commerce. Donc, dans tout ce qui est prime pour la transmission d'une entreprise, est-ce qu'on peut bien faire appel à un consultant pour faire l'évaluation, justement Oui, mais pas de son entreprise, de celui qui va reprendre. Voilà. C'est ça le problème, en fait. Voilà. Donc, c'est une des missions de consultant, c'est la mission 11 ou 10, je crois. Et donc, c'est bien celui qui a l'intention de reprendre, qui peut faire appel à un consultant, justement, pour voir la valorisation et pour voir ce que ça pourrait, à quoi ça pourrait correspondre. Mais on ne peut pas faire sa propre évaluation, en fait. Alors, par rapport à la zone de développement prioritaire, comment est-elle définie? Est-ce que tu peux réexpliquer où trouver l'information? Donc, en fait, la zone se retrouve sur le site internet. Donc, même, il y a un wizard qui vous permet de taper votre numéro parce qu'en fait, c'est vraiment la rue et le numéro de la rue qui va compter. Et le 32 d'une rue va être éligible en zone de développement et le 30 peut-être pas. Donc, c'est vraiment une zone qui a été déterminée en fonction des critères que l'Europe nous impose. Donc, il faut savoir que la zone, elle doit se toucher. Donc, on peut pas prendre une partie de Molenbeek et puis une partie à Uccle ou ailleurs. Donc, en fait, il faut que la zone soit contiguë. Il faut, c'est par rapport à un nombre, le taux de chômage, par rapport au nombre d'habitants. Et donc, en fait, il y a 4 communes qui sont dans la zone de développement, Bruxelles-Ville, Molenbeek, Anderlecht et Forêt. Presque tout Forêt se trouve dans la zone de développement, mis à part 2 rues. Mais sur notre site internet, vous pouvez très bien voir si vous êtes en zone ou pas en zone. Merci encore, Stéphanie. On peut laisser encore quelques secondes s'il y a de nouvelles questions, parce qu'on a fait le tour. Alors oui, au niveau du délai d'obtention des primes, est-ce que tu peux un peu préciser le processus et le délai
Alors, le problème, c'est que si ça pouvait être simple et qu'elles soient toutes à l'identique, c'est pas le cas. Donc, au niveau des investissements, j'ai bien dit autorisation préalable. Vous avez 6 mois pour tout faire. Vous introduisez une demande. Nous, on a 4 mois pour décider. Il faut savoir qu'en prise de décision, actuellement, on est vraiment très rapide puisqu'en fait, toutes les décisions passent chez moi de manière manuelle. Je sais que pour le moment, je décide des dossiers qui pourraient être décidés en juin. Donc, on est vraiment, voilà, on sait que les gens sont vraiment dans une situation qui est pas facile, donc on essaye de faire le plus vite que l'on peut. Après, tout dépend aussi de la complétude du dossier. Souvent, en fait, les gens, quelquefois, ils sont pas contents, mais s'ils nous avaient fourni un formulaire dès le départ qui était complet, bien évidemment. Donc, on accuse toujours réception de tous les dossiers. C'est toujours à partir de cet accusé de réception-là que vous pouvez commencer à faire ce pourquoi vous nous demandez une aide. Et à partir de ce moment-là, on a 4 mois souvent, c'est le délai pour décider. Mais je vous dis, à l'heure actuelle, voilà, moi, j'ai signé des dossiers en formation qui sont rentrés la semaine passée, qui ont été accusés le lendemain et qui sont déjà décidés cette semaine. Voilà, donc ça dépend un petit peu du type de dossier, évidemment. Oui. Alors, pour clôturer, parce qu'il y a plus vraiment, voilà, il y a plus énormément de questions qui arrivent, mais là, je trouve que ça vaut la peine de dire un mot là-dessus. Donc, c'est vrai qu'il existe des intermédiaires qui proposent, voilà, d'aider dans la recherche de subsides. Voilà, est-ce que tu peux dire un petit mot là-dessus? Est-ce que l'entreprise peut le faire elle-même? Oui, honnêtement. Donc voilà, moi je veux dire, je m'entends très bien avec les intermédiaires, et donc je vais pas remettre, voilà. Honnêtement, ce qu'on vous demande de remplir, c'est vraiment pas compliqué. Donc je sais qu'il y a l'espace-temps qui est pas toujours évident. Honnêtement, on peut vous aider à remplir les formulaires avec vous. Une fois en plus que vous avez compris la chanson du premier formulaire, vous avez compris le reste. Et donc en fait, il y a un lien aussi avec la Banque Carrefour au niveau du formulaire, donc vous voyez bien. Et l'application va être changée d'ici 1 mois, où en plus il y a des informations qui seront d'office reprises sur base de votre numéro d'entreprise. Honnêtement, ça vaut pas la peine de perdre 10 à 15% de votre prime, parce qu'en fait, c'est souvent ce que demandent les intermédiaires pour ce type de demande. Voilà. Si vous avez un souci, on est là pour vous aider. Le 18-19 est là aussi. C'est pas fastidieux. Il y a des choses, voilà. Et en plus, il y a des choses, souvent quand on a affaire à des entreprises qui au départ ont l'air de dire c'est catastrophique, un bilan, compte de classe 2. Quand on leur explique, bon, souvent, de toute façon, ils ont un comptable, mais même après, pour eux, c'est important. Donc, je veux dire, quelque part, l'information qu'on vous demande de nous communiquer en tant que responsable d'entreprise pour vous, ou indépendant, hein, vous êtes responsable d'une entreprise comme indépendant, c'est important aussi que vous ayez connaissance de tout ça, parce qu'on vous demande pas des choses on vous demande pas de décrocher la lune, en fait. Voilà. C'était le mot de la fin. Merci Stéphanie. Donc, comme tu l'as rappelé, Bruxelles Économie et Emploi est là pour vous aider. Au niveau du 18-19, on peut aussi vous donner toutes les informations par rapport aux primes, aux formulaires, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour vos cas particuliers. Ben voilà, je vous remercie en tout cas. Ouais, si je peux juste dire une chose, le mieux toujours, c'est d'aller voir sur le site internet, parce qu'en fait, nous, on peut répondre quand on a compris votre besoin. Les gens qui m'appellent et qui me disent, alors, parlez-moi de vos primes. Vous voyez, on est déjà parti depuis 1 heure et je vous ai parlé que de la moitié de ce qui existe. Donc, nous, à partir du moment où on a défini votre besoin, alors on peut dire comment vous répondre à ce besoin. Et donc, c'est toujours intéressant quand même d'aller voir un petit peu sur le site internet, d'avoir déjà une série de questions. Et alors, évidemment, ça permet de gagner énormément de temps. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est ce qu'on conseille aussi. Voilà, le site internet est vraiment très bien fait. Il y a à chaque fois les conditions, les montants, le lien vers le formulaire et le 18-19 s'il y a besoin d'une info ou Bruxelles Économie Emploi directement. Voilà. Merci encore Stéphanie pour le temps que tu nous as consacré. Je pense que c'est vraiment une aide importante aux entreprises et on a beaucoup de messages de remerciements par rapport à la clarté des informations. Voilà, donc je pense que c'est vraiment, ça remplit la mission. Encore merci. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Peut-être qu'on va se revoir dans les webinaires suivants. Donc à 11 h, on a Innoviris qui viendra présenter les aides qu'ils peuvent proposer aux entreprises qui sont innovantes. Ce midi, on a un live sur la page Facebook du 18-19 avec 3 entrepreneurs qui viendront témoigner de comment ils ont trouvé des fonds pour lancer leur activité et créer leur propre emploi. Et puis voilà, encore d'autres webinaires demain et ce soir, notamment sur tout ce qui est entrepreneuriat social et durable. Encore merci et bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.